18h à Rabat, bienvenue dans ce carrefour d'informations. Au menu, l'invité culturel. Hanan Farou reçoit aujourd'hui Mohamed Sghir Jenjar, directeur adjoint de la Fondation du roi Abdelaziz Al Saoud, pour nous parler du livre hommage à feu docteur Mohamed Sijil Massi, Maroc Culture, Art et Mémoire. Et dans le dossier du jour, Hanan Farou toujours reçoit Abdelkader Amara, ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau. Ils reviennent sur la réunion qui a eu lieu ce matin à Rabat, une réunion du comité chargé d'étudier la problématique de la pénurie d'eau, présidée par le chef du gouvernement marocain, Saad Eddine El Othmani. Mais d'abord, le journal de la rédaction. Voici les principaux titres. À la une, le gouvernement central espagnol hausse le ton. Il a explicitement brandi aujourd'hui la menace d'une suspension de l'autonomie de la région si ses dirigeants séparatistes ne renoncent pas à déclarer la sécession. Une menace à J-1 d'un ultime délai fixé en ce sens. En Afrique maintenant, en pleine crise politique, le Kenya peine à sortir de l'impasse. Le président de la commission électorale a émis ce mercredi de forts doutes sur sa capacité à organiser une élection présidentielle. Il s'est livré à une critique virulente des dirigeants politiques quelques heures après la démission d'une des 7 commissaires de la commission électorale. Puis au Maroc, Aerospace Meetings Casablanca, une destination privilégiée pour la sous-traitance aéronautique. Elle accueille cette année 100 entreprises marocaines et 150 entreprises étrangères provenant de 17 pays. Reportage à suivre dans ce journal. La crise catalane fait encore l'actualité en Europe. Le torchon brûle encore entre Madrid et la Catalogne. Le gouvernement central a explicitement brandi aujourd'hui la menace d'une suspension de l'autonomie de la région si ses dirigeants séparatistes ne renoncent pas à déclarer la sécession. Cette menace intervient à 24 heures d'un ultime délai fixé en ce sens. Souhabouta. Le temps est désormais compté avant que Madrid ne prenne la décision de suspendre l'autonomie de la Catalogne. Jeudi 10h, c'est l'ultime délai que le gouvernement central a donné au président séparatiste catalan, Carles Puigdemont, pour qu'il revienne à la légalité et renonce à sa déclaration unilatérale d'indépendance. Cette demande est ferme et elle expire dans 24 heures. Je pense que nous sommes d'accord sur les objectifs. Premièrement, récupérer l'autonomie de la Catalogne. Deuxièmement, récupérer les droits de tous les Catalans. Troisièmement, retrouver le calme pour tous les citoyens de la Catalogne, car il est intolérable que les gens vivent dans la peur parce que M. Puigdemont les a placés dans cette situation. Et enfin, de préserver la reprise économique de la région. Le gouvernement espagnol se dit prêt à utiliser l'article 155 de la Constitution. Déclenché par le Sénat, il permettrait au gouvernement de reprendre tout ou partie des compétences de la Catalogne. À terme, il permettrait surtout de convoquer des élections régionales pour renouveler le Parlement catalan et remplacer les dirigeants actuels de manière démocratique. Une décision qui risque de provoquer de vives agitations côté catalan. En effet, la crise actuelle étant le résultat de l'annulation en 2010 par la justice d'un statut conférant à la Catalogne de très larges pouvoirs. Le dirigeant séparatiste Carles Puigdemont ne semble cependant pas prêt à revenir sur sa décision. Bien que la Catalogne soit divisée presque à parts égales sur l'indépendance, il estime que les Catalans ont attribué à leur parlement régional le mandat de déclarer l'indépendance après avoir voté à 90% en faveur de la sécession lors d'un référendum le 1er octobre. Il s'agit donc de la plus grave crise politique en Espagne depuis que le pays a retrouvé la démocratie en 1977. Cette crise pourrait donc déboucher sur une reprise en main par le gouvernement Rajoy d'une de ses plus riches régions. Pour en savoir plus, avec nous en direct depuis Madrid, notre correspondante Marie Bolinches. Bonsoir Marie. Bonsoir. Alors, nous sommes donc à quelques heures d'une possible suspension carrément de l'autonomie de la Catalogne. Est-ce qu'il s'agit vraiment de la solution à laquelle pourrait recourir le gouvernement Mariano Rajoy ? Écoutez, aujourd'hui, pour la première fois, il a parlé sans aucune ambiguïté, Mariano Rajoy, de faire appliquer le fameux article 155 de la Constitution espagnole. Vous l'avez dit dans le reportage juste avant, ce fameux article permet une mise sous tutelle de toute ou partie des compétences d'une autonomie. L'autonomie, c'est ce qu'on appelle ici en Espagne une région.
Ce matin, pour la première fois, donc depuis le référendum du 1er octobre dernier, Mariano Rajoy comparaissait au Congrès pour donner des explications sur sa gestion de la crise catalane. Il a rappelé que le président catalan avait jusqu'à présent refusé de dire clairement s'il avait oui ou non proclamé l'indépendance. Mariano Rajoy a déclaré, je cite, « S'il a proclamé l'indépendance, nous devons appliquer l'article 155, sinon nous pouvons dialoguer ici même au Parlement. » Donc jusqu'au bout, les deux partis tiennent leur position. Or, l'ultimatum donné par Mariano Rajoy à Carles Puigdemont, le président catalan, s'achève demain matin à 10h, heure de Madrid. Si le président catalan persiste, un conseil des ministres extraordinaire aura lieu, à l'issue duquel Mariano Rajoy demandera donc au Sénat de voter la suspension de l'autonomie catalane. Il faudra alors attendre 5 jours pour que cette mise sous tutelle soit effective. Vous l'avez dit, Marie, la mise en sous tutelle ne semble plus faire de doute. Mais Marie, a-t-il encore une possibilité d'éviter ce choc entre Madrid et Barcelone ? On l'a entendu dans le reportage, une troisième voie pourrait se dessiner demain. Le gouvernement espagnol s'est dit prêt à attendre avant d'appliquer cet article 155 à une condition, et bien que le président catalan convoque des élections régionales anticipées. Cette option, c'est aussi celle privilégiée par le Parti socialiste espagnol qui a tenté aujourd'hui d'interpeller le président catalan dans ce sens. Cela pourrait contenter une partie de la majorité indépendantiste qui a été extrêmement refroidie dans ses velléités séparatistes parce qu'il y a une fuite massive des entreprises de Catalogne. Près de 700 d'entre elles ont annoncé qu'elles déplaçaient leur siège social hors de la région depuis 2 semaines. Mais le président catalan gouverne aussi grâce au soutien de l'aile dure du séparatisme. Le parti anticapitaliste intensifie sa pression sur lui depuis la semaine dernière. La présidente de ce parti l'a d'ailleurs mise en garde aujourd'hui. S'il convoque des élections, eh bien, il trahira les Catalans qui ont voté lors du référendum du 1er octobre. Or, si Puigdemont perd le soutien de ces indépendantistes radicaux, il perd sa majorité. Cédera-t-il à la pression de Madrid ou de ses soutiens les plus radicaux? Réponse donc demain à 10h, heure de Madrid. Merci beaucoup Marie Bolanches pour toutes ces précisions. Au Portugal, maintenant, des centaines de personnes ont manifesté pour crier leur honte et appeler le gouvernement à la démission après les incendies. Ces incendies qui ont fait plus de 100 morts en 4 mois. La ministre portugaise de l'Intérieur a répondu à l'appel de la rue. Elle a démissionné ce mercredi, victime de la colère devant l'incapacité du gouvernement à lutter efficacement contre les feux de forêt. Le Portugal a été frappé cette année par les feux de forêt les plus meurtriers de son histoire. Et sachez que le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président de la République portugaise, Marcelo Rebelo de Sousa, suite aux terribles incendies qui ont ravagé des forêts dans le centre et le nord du Portugal, faisant plusieurs victimes. Et dans la lutte antiterroriste, maintenant, la France a remis du matériel militaire, notamment des véhicules de transport, des mitrailleuses et des postes de transmission au Burkina Faso, confrontés à la menace terroriste depuis mars 2015. Le matériel remis au chef d'état-major de l'armée burkinabé, composé de 13 pick-up, 4 camions de transport, une dépanneuse, 13 mitrailleuses, 13 postes de transmission et du matériel. Diplomatie au Cameroun à présent. Le Premier ministre camerounais a entamé lundi des consultations à Bamenda, dans le nord-ouest du pays. Un pas en avant dans le processus de dialogue avec les populations des zones anglophones du pays en proie à une grave crise sociopolitique. Les participants à cette concertation sont soumis au Premier ministre ou ont soumis au ministre des propositions pour une sortie de crise définitive sans précision sur la nature des propositions. Le chef du gouvernement a poursuivi ses consultations hier au nord-ouest du Cameroun. Au Cameroun, toujours, Internet est de retour dans les régions anglophones du pays. Après une longue coupure, les populations se réjouissent aujourd'hui d'être à nouveau connectées. L'accès à Internet y était très limité depuis très longtemps. C'est un récit signé Amadou Sabarba. Un retour inattendu de l'Internet dans le sud-ouest et le nord-ouest, 2 régions anglophones coupées du monde des technologies de l'information et de la communication depuis janvier 2017. Une ambiance folle dans les rues de cette partie du Cameroun. La connexion Internet est revenue sur les téléphones mobiles. La directrice exécutive d'Internet sans frontières,
explique la situation qui serait liée à une propagande politique. C'est un terrain d'essai pour les pratiques autoritaires, en particulier dans l'espace numérique. Parce que nous avons été témoins de ce qui se passe en termes de connectivité Internet en Afrique occidentale et centrale depuis 2009. Et nous l'avons vu, certaines de ces sociétés occidentales vendent des produits de surveillance à des régimes répressifs, comme la Libye, comme le Gabon, de nombreux autres exemples dès 2009. Such as Libya, such as Gabon, such as many other examples. L'accès au web n'est plus perturbé pour le moment dans cette partie du Cameroun. Dans la circulation, on est connecté avec le reste du monde. Les cybercafés commencent à rouvrir, mais Internet sans frontières dénonce le silence de certains pays européens sur la crise au Cameroun et au Togo. And specifically allies of these states which have used internet shutdowns have been quite silent. Ce n'est que très récemment que le département d'État des États-Unis a très fortement condamné la coupure d'Internet qui s'est produite au Cameroun. Et c'est un très bon signe. Mais nous n'avons pas encore entendu la France, l'Union européenne, qui sont des partenaires très importants du Cameroun. Et c'est la même chose au Togo. Nous n'avons pas entendu la communauté internationale s'exprimer contre la fermeture d'Internet. Depuis novembre 2016, la minorité anglophone, qui représente environ 20% des 22 millions de Camerounais, proteste contre ce qu'elle appelle la marginalisation dans l'enseignement et la magistrature notamment. Certains anglophones exigent le retour au fédéralisme, tandis qu'une minorité réclame la partition du Cameroun. En Afrique, toujours, le Kenya peine à sortir de l'impasse. Le président de la commission électorale a émis ce mercredi de forts doutes sur sa capacité à organiser une élection présidentielle crédible le 26 octobre et dénoncé les interférences de la classe politique. Quelques heures après la démission d'une des 7 commissaires de la commission électorale, le président de la commission s'est livré à une critique virulente des dirigeants politiques kenyans, rappelant que le 1er septembre, la Cour suprême a annulé la confortable réélection d'Ohuru Kenyatta avec près de 54,3% des voix. Avec nous en direct pour en parler en détail, notre correspondante à Nairobi, Charlotte Simonard. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. D'abord, comment expliquer la démission du commissaire de la commission électorale, Roselyne Akombe ? Alors, Roselyne Akombe parle d'une parodie pour qualifier cette élection. Elle dénonce notamment une élection non crédible, ni transparente, ni vérifiable. Et elle pointe du doigt le manque de préparation et de formation du personnel de la commission électorale. Vous l'avez dit, cette seconde élection est organisée dans l'urgence. L'annulation du premier scrutin a été actée le 1er septembre. Et donc, en moins de 2 mois, il a fallu tout remettre en place, réimprimer les bulletins de vote, etc. Roselyne Akombe va plus loin. Elle affirme que les membres de la commission électorale sont victimes d'intimidation de la part des responsables politiques. Et d'ailleurs, elle fait ses sorties médiatiques depuis New York. Elle a quitté désormais le Kenya car elle craint pour sa vie. Roselyne Akombe est un visage connu ici de tous. Elle était de tous les journaux télévisés il y a quelques mois encore pour vanter la transparence et l'organisation sans faille de la commission électorale. Et c'est elle qui a mené la cérémonie de l'annonce des résultats en août dernier. Donc elle ne passe plus inaperçue ici au Kenya et pourrait donc être une cible. Alors maintenant, quelles conséquences pour le pays à une semaine du scrutin seulement ? Cette démission enfonce encore un peu plus le Kenya dans la crise politique. La commission électorale est désormais divisée à une semaine du scrutin. Roselyne Akombe donne finalement un poids important à l'argumentaire de l'opposition qui demande depuis des semaines une réforme profonde de la commission électorale avant la tenue du scrutin. Raila Odinga, le chef de file, a appelé d'ailleurs aujourd'hui, il y a quelques heures à peine, à une manifestation générale dans tout le pays le 26 octobre, jour du vote. Autre fait important aujourd'hui même, la sortie musclée du président de la commission électorale suite à cette démission. Il a émis effectivement ses doutes quant à sa capacité à organiser des élections crédibles le 26 octobre et puis surtout, il a demandé aux responsables politiques de tous bords d'arrêter d'interférer dans le processus électoral. Alors les jours prochains seront décisifs pour l'avenir du Kenya qui, je vous le rappelle, est la première économie d'Afrique de l'Est et garant jusqu'ici en tout cas de la stabilité de la région tout entière. Merci beaucoup Charlotte Simonard pour toutes ces explications.
Sachez maintenant que le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations à Audrey Azoulay à l'occasion de son élection au poste de directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO. Le souverain souligne à cette occasion que la désignation d'Audrey Azoulay à ce poste témoigne de la grande estime dont elle jouit auprès des États membres de cette institution, se disant persuadée que les compétences et l'expérience dans les différentes responsabilités assumées par la nouvelle directrice générale de l'UNESCO seront ses plus précieux atouts dans la mission qui l'attend à la tête de l'organisation. Fidèle aux principes et engagements internationaux qui sont les siens, le Royaume du Maroc ne ménagera aucun effort pour continuer à appuyer les différentes initiatives de l'organisation pour promouvoir les valeurs universelles de solidarité, de concorde et de communion entre les peuples et les cultures. C'est ce qu'affirmait le roi Mohamed VI dans ce message. Direction Abidjan, Côte d'Ivoire, la lutte contre le travail des enfants, de violence, de traite et d'exploitation faite aux enfants était au centre des échanges de la toute première conférence des premières dames d'Afrique de l'Ouest et du Sahel. On revient sur la cérémonie de clôture de l'événement avec Fama Dione. Les premières dames présentes à Abidjan ont toutes pris l'engagement de mutualiser leurs efforts pour faire face à la traite, à la violence sur toutes ses formes exercées sur les femmes et sur les enfants, raison pour laquelle elles ont toutes apposé leur signature dans le communiqué final. Rappelons que ce deuxième jour a été l'occasion de lancer le projet Suite qui signifie autonomisation des femmes et dividendes démographiques. Une initiative régionale qui implique 6 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce projet vise à renforcer le niveau d'autonomisation des femmes et des adolescentes en vue d'accélérer la transition démographique dans la région. Ainsi, les premières dames du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie, du Mali, du Niger et du Tchad ont toutes pris l'engagement d'aider les femmes car la mortalité maternelle est encore élevée en Afrique de l'Ouest et du Centre selon la Banque mondiale. Au Maroc maintenant, Aerospace Meetings Casablanca, une destination privilégiée pour la sous-traitance aéronautique. Elle accueille cette année 100 entreprises marocaines et 150 entreprises étrangères provenant de 17 pays pour quelques 5000 rendez-vous d'affaires. Les détails dans ce reportage de Marwa Ben Halima sur un récit de Salma Saïdi. Ici, l'ensemble des grappes de sous-traitance et fournisseurs de services internationaux se rencontrent. L'Aerospace Meetings Casablanca permet de développer les relations d'affaires entre les industriels de l'aéronautique. La forte présence des industriels français et canadiens atteste des divers atouts que le Royaume présente. Le secteur aéronautique marocain séduit les investisseurs nationaux comme étrangers. Ce salon s'inscrit désormais dans l'ensemble des salons mondiaux du niveau important, type les salons qu'on connaît en Europe, aux États-Unis et en Asie. Ce salon regroupe aujourd'hui plus de 600 personnes qui ont eu un badge comme opérateur pour assister du monde entier. L'objectif était de faire à la fois le point sur ce qui a été réalisé dans la première étape de l'aéronautique. Au Maroc, le secteur aéronautique affiche un rythme moyen de croissance de 15 à 20% par an. L'industrie aéronautique compte aujourd'hui 130 entreprises, dont 2 à capitaux marocains, et emploie 12 500 personnes. Aujourd'hui, le secteur aéronautique représente plus de 12 000 emplois. Donc, comme je le disais, 130 opérateurs, plus d'1 milliard de dollars d'export, et puis des secteurs industriels de pointe, tels que l'ingénierie, la maintenance et réparation des moteurs et des avions. Nous avons également l'écosystème câblage, à la fois câblage moteur et câblage avion. Et puis un écosystème qui est historique, qui est tout ce qui est assemblage, usinage, etc. Grâce à ce salon et en 2 jours seulement, les équipes des achats, services techniques, production et sous-traitants bénéficient d'un outil de prospection et de rencontres ciblées et professionnelles. Voilà, c'est la fin de cette édition. À suivre sur notre antenne l'essentiel de l'actu éco avec Oumy Masbila. Merci de rester avec nous.